Nous voilà donc sur les premiers exercices concernant ce chapitre d'arithmétique partie 2, qui sera, donc vous l'avez bien compris, quand même, enfin, il y aura une bonne partie de présentiel dessus, et puis des petites parties en distanciel. Et donc là, justement, pour ceux qui étaient chez eux, c'est la correction du 1, du 2, du 3, du 4, du 5, qui sont consécutifs donc au tuto 1, j'espère que vous l'avez bien compris, où j'expliquais justement ce qu'était un PGCD, comment le calculer de façon algorithmique, de façon systématique. Et donc l'idée justement, c'est de s'entraîner déjà sur ça de façon directe. C'est-à-dire que là c'est essentiellement des applications directes. Et ensuite, à partir du 5, alors il y a quand même le 5 là d'ailleurs, du 5 jusqu'au 11, il s'agit encore d'exercices avec des PGCD, mais avec des applications un petit peu plus subtiles, un petit peu plus, même un petit peu plus complexes parfois, bon, sans être, enfin bon, vous allez voir, c'est loin d'être insurmontable, pardon. Donc justement, cette partie-là, on l'a fait plutôt en présentiel essentiellement. Donc, du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce que j'ai fait, c'est que le 1 et le 3 étant vraiment les mêmes, ou quasiment, j'ai prévu donc de bien détailler le 1 et le 3, j'ai mis les réponses directement. Je pense que vous êtes largement en mesure de vérifier après tout seul. Évidemment, s'il y a un doute, vous demandez quand on se voit. Enfin, c'est évident, bien sûr, pas de problème. Mais je pense que c'était pas forcément la peine, parce que bon, ça vous fait une vidéo à rallonge après. À mon avis, vous êtes capable, le numéro 3, de vérifier tout seul après vos calculs. Donc du coup, on corrige plutôt le 1, le 2, le 4 et le 5, ce qui est déjà pas mal. Alors, donc dans le 1, justement, vous demandez de calculer des PGCD, le PGCD de deux nombres à chaque fois, de vérifier à la calculatrice. Alors, ça après, pour ceux qui n'ont pas trouvé, je vous donnerai les touches en fait à utiliser. C'est pas compliqué, il n'y avait rien de compliqué. Parce qu'en effet, votre calculatrice est capable de le faire. Alors attention par contre, elle calcule le PGCD entre deux nombres positifs. Donc voilà, il faudra juste penser à bien les écrire sous valeur absolue en fait. Enfin, valeur absolue. Je veux dire, vous enlevez le moins, quoi, tout simplement. Vous lui donnez la version positive. Puisqu'on a expliqué dans le cours que justement, ça revient au même. Par exemple, pour le deuxième cas, là, vous ne pouvez pas lui demander PGCD de moins 6292 avec autre chose. Vous allez lui demander PGCD de 6292. Voilà, avec l'autre. Donc, alors le numéro 1, on y va. Donc on avait un calcul de PGCD entre 1386 et 1180. Donc ce qu'on avait dit, c'est qu'en réalisant à chaque fois, je vais mettre d'ailleurs une séparation, en réalisant à chaque fois les divisions euclidiennes, on arrive à baisser l'ordre de grandeur en fait des nombres qu'il y a dans le PGCD, puis au fur et à mesure, à force, on arrive à la fin à un certain moment le PGCD entre deux nombres dont l'un divise l'autre. Et du coup, celui-là, il est entre guillemets évident, et donc celui-là, on arrive à le trouver, et on a répondu à la question. C'est ça l'idée. Ce qui revient à prendre le dernier reste non nul. Bon, je vous renvoie au cours pour ceux qui ne comprennent pas bien ce que je suis en train de raconter. C'est ce que j'ai expliqué justement dans la partie de cours. Donc, alors, 1390, si je fais la division euclidienne par 1180, j'ai une fois 1180 plus, attendez, je vais le faire en même temps à la calculatrice, histoire de ne pas écrire de bêtises, 206. Donc plus 206. Et ce qu'on a dit dans le cours, justement, c'est que grâce à ça, je peux dire, ok, j'oublie 1386 et je fais le PGCD entre 1180 et 206. Donc là, j'ai choisi l'écriture avec toute la division euclidienne, c'est-à-dire qu'on fait vraiment apparaître tout le diviseur, le quotient, le reste, etc. Et dans le B, je corrigerai avec le tableau, comme ça vous revoyez les deux rédactions et vous avez le choix en fin de compte. Moi, ça ne me changera pas grand-chose. Il y aura un petit moment dans le cours, par contre, où on aura besoin de la première rédaction. Mais a priori, si vous savez remplir le tableau, vous savez aussi faire la première. Donc voilà, pour l'instant, franchement, prenez ce que vous préférez. Donc ensuite, je fais entre 1180 et 206. Donc je suppose qu'il en rentre 5 fois. Oui, c'est ça. Donc 5 fois 206, ça fait 1030 et donc il reste 150. Du coup, je cherche le PGCD entre 206 et 150. Alors, 206, c'est une fois 150 plus 56. Donc, j'ai le PGCD entre 50 et 56.
Je continue. 150, c'est 2 fois 56. Donc 112, du coup il reste 38. Donc entre 56 et 38. Je continue. « 56, c'est 1 fois 38 plus 18. Donc je cherche entre 38 et 18. Bon, on sent qu'on n'est pas loin de la fin là. 38, j'ai 2 fois 18 plus 2. C'est 36 plus 2. Donc ça me fait le PGCD entre 18 et 2. Ah, et voilà, ça y est. 2 divise 18. Donc là, ben, je peux l'écrire, hein, mais je peux écrire la dernière étape. 18, c'est 2 fois 9 plus 0. Donc là, j'ai un reste nul. Et donc le PGCD, c'est justement 2. Et en effet, je le vois quand je l'écris aussi sous forme de PGCD. PGCD de 18 et 2, ça fait 2, puisque 2 divise 18. Voilà, et donc on a notre PGCD, ça veut dire que je n'ai aucun autre diviseur finalement positif que 1 et 2 qui soient communs à mes deux nombres. Même s'ils sont gros, ils ont finalement assez peu de diviseurs en commun. Voilà, alors comment on peut le vérifier sur la calculatrice? J'ai pas prévu la place pour l'écrire, mais c'est pas grave, je vais le mettre ici au-dessus. Donc sur la calculatrice, c'est pas bien compliqué. Vous allez dans, alors c'est dans Maths, donc vous appuyez la touche Maths. Dans Maths, vous choisissez la colonne Nombre. Et dans la colonne Nombre, vous allez le voir, c'est écrit, normalement c'est le 9, justement qui s'appelle PGCD. Et quand vous appuyez, donc vous arrivez sur l'écran PGCD, il va vous ouvrir une parenthèse. Donc dans la parenthèse, vous mettez le premier nombre et vous mettez une virgule et pas un point virgule, lui il n'a pas. La virgule, vous la trouvez au-dessus du 7. Non, pardon, n'importe quoi. Si, c'est ça. Au-dessus du 7. C'est celle-là, la virgule. Donc 1386 et 1180. Et donc en effet, il nous renvoie 2. Entrez et vous avez la réponse. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris l'idée. Encore une fois, je ne peux pas vous montrer l'écran de la calculatrice sur cet appareil-là, celui où je fais les vidéos. C'est pour ça parce que malheureusement, il n'a pas le même processeur. Et enfin bref, il y a une incompatibilité avec le logiciel de simulation de la calculatrice. Mais bon, je pense que là, quand même, vous avez pu me suivre. Donc là, je parlais bien sûr pour les TI 82 ou 83. Après, ceux qui ont une Casio ou une Numworks, essayez de voir si vous trouvez. En général, c'est ça, c'est dans nombre, quoi. Enfin, ça fait partie du calcul numérique. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez revenir vers moi. Je chercherai avec normalement une rapide recherche sur Internet, on doit pouvoir trouver. Alors, donc le suivant. Déjà, première chose, comme je disais, je l'ai pas écrit, mais je vais le mettre ici. J'enlève le moins. Je me ramène à des nombres uniquement positifs. Ça m'aidera à avoir des divisions euclidiennes plus simples quand même. Elles existent, hein, divisions euclidiennes, on les avait vues avec des nombres relatifs. Mais bon, ça sert à rien puisque le PGCD, on cherche le plus grand commun diviseur, donc il est forcément positif. Et donc on va rester sur des nombres positifs. Du coup, alors je pars de 6292 et 5852. Donc là, je fais la même chose que tout à l'heure, sauf que je ne vais pas faire apparaître toute l'égalité avec le quotient. Je vais juste le faire sur ma calculatrice et écrire le reste. Donc là, j'ai un reste de 440. Du coup, ça veut dire que je vais prendre le PGCD entre 5852 et 440. Je continue entre, j'ai dit, 5852 et 440. Vous vous rappelez, il y a un glissement. Alors, combien j'ai de 440 hop. 13 fois, donc 5852 moins 13 fois 440, ça fait 132. Donc PGCD de 440 avec 132. Très bien. Dans 440, j'ai 3 fois 132, je pense. Donc, hop. Oui, c'est ça, 44.
Donc PGCD de 132 et 44. On commence à pouvoir le faire de tête. Dans 132, combien de fois 44? Il doit y être 3 fois. Donc 132 moins 3 fois 44. Ah ben ok, ça fait 0. Ben voilà. Donc là, on est sur un reste nul. Et donc PGCD, c'est le dernier reste non nul. Donc c'est 44. Et ici, justement, on le voit. Si on fait le test, on voit que 44 divise 132. Donc j'ai un PGCD égal à 44. Donc là, pareil, vous pouvez le taper sur la calculatrice, vérifier. Je vais le faire d'ailleurs. On ne sait jamais. Bon, a priori, ça doit être ça, hein, parce que même les calculs, j'ai fait à la calculatrice, hein, mais bon, sait-on jamais. Donc 6292, 5852, c'est ça, 44. Voilà, donc ça donne ça, la rédaction. On va en voir encore quelques-unes, hein, parce que dans le 2 et dans le 4, il y a encore des calculs de PGCD, même si ce sont des petits problèmes. Et donc juste un rapide mot sur le 3. Donc le 3, justement, hein, j'ai demandé tout simplement à la calculatrice les résultats. Mais je vous engage à le faire à la main et à vraiment vous entraîner pour voir s'il n'y a pas de soucis dans l'algorithme pour vous. Parce que c'est un algorithme qu'on va réutiliser dans d'autres contextes. Et même si la calculatrice est capable de calculer le PGCD, on aura besoin d'écrire ces étapes. Donc voilà, essayez quand même de prendre le réflexe, de ne plus avoir de doute et de le faire assez rapidement, assez efficacement en fait, cet algorithme. Alors le numéro 2. Donc là, on vous place dans le cadre dans un contexte en fait avec un petit problème qui n'est pas transcendant en soi, mais bon, pourquoi pas. Donc il y a Elena qui a 256 timbres étrangers, 848 timbres français. Elle veut les répartir dans des pochettes identiques de même composition, c'est-à-dire qu'elle veut faire des pochettes avec chacune le même nombre de timbres étrangers, le même nombre de timbres français. Et donc forcément, il y a une histoire de diviseur, puisque ça veut dire qu'elle va devoir diviser chacun de ces deux groupes par le même diviseur, donc avec un diviseur commun. Et ce diviseur, ce sera le nombre d'enveloppes, justement, puisqu'il faut qu'il y en ait autant dans chaque enveloppe. Donc il faut qu'elle puisse partager les deux nombres, les deux groupes en le même nombre de sous-groupes. C'est ça l'idée. Donc en gros, on cherche bien les diviseurs communs à 256 et 848. Alors ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'elle voudrait avoir le maximum de pochettes. Ça, ils auraient dû vous le dire, parce qu'en fait, en théorie, on n'est pas obligé d'aller chercher le plus grand commun diviseur. Du coup, on pourrait dire, 2, ils divisent les deux, donc je peux faire 2 pochettes avec la même composition. Bon, évidemment, c'est pas hyper intéressant ça. Donc, moi je pense que dans l'énoncé, il manque un petit mot quand même. Elle souhaite les répartir dans une pochette identique de même composition avec un maximum de pochettes. Voilà. C'est pour ça qu'on va aller chercher non seulement un commun diviseur, mais surtout le plus grand, pour avoir le plus grand nombre de pochettes possible. Donc, du coup, on va supposer que l'énoncé avait précisé ça, hein. Et donc cela revient à calculer justement le PGCD des deux. Bon, sans surprise, hein, vu le chapitre dans lequel on est, mais bon, quand même, il faut quand même comprendre pourquoi, hein. Le PGCD de 256 et 848. Et donc, eh bien, on y va. PGCD donc de 848 et 256. Alors, c'est égal à... Alors, 848 moins... Il doit rentrer 3 fois 256, je pense. C'est ça. Donc, il va rester 80. Donc, 256, c'est 80, car 848, c'est 256 fois 3 plus 80. Ensuite, pareil, entre 256 et 80, il rentre 3 fois 80. Bah oui, c'est 240, donc il reste 16. Donc 80 et 16, car 256 égale 3 fois 80 plus 16. Ensuite, entre 80 et 16, alors 80 moins... 5 fois 16, ça fait 80, me semble-t-il. Et oui, c'est ça. Oui, donc j'ai plus de PGCD à écrire, ça fait carrément 16. Car donc 80 égale 16 fois 5. Donc 16 divise 80, voilà. Et donc ça fait 16. Ce qui veut dire qu'elle peut faire 16 enveloppes. Alors Elena peut donc constituer 16 enveloppes. Quand c'est un problème, essayez quand même toujours de mettre une conclusion, hein, parce que sinon, on perd un peu l'esprit de l'exercice quand même.
Elena peut donc constituer 16 enveloppes, constituer chacune, j'essaie de ne pas remettre constituer, donc composer chacune de... Ah oui, du coup, on n'a pas calculé ça. Alors, pour savoir combien il y a de timbres français, de timbres étrangers, ben, je prends le nombre total et je divise par 16, hein, justement. Ils ne l'ont pas demandé, mais bon, on va aller jusqu'au bout tant qu'à faire de la démarche. Donc 848 divisé par 16, ça fait 53. Là, vous voyez, je peux écrire ça comme une division parce que maintenant, je sais que 16 est un diviseur commun. C'est un diviseur, donc je sais que je vais obtenir un entier. Donc même si je suis en arithmétique, je peux écrire la division. Après, vous pouvez mettre divisé avec le symbole classique, hein, si vous voulez, hein, c'est pareil. Donc 53 timbres français. Et donc on avait, c'était quoi, 256 divisé par 16. Je pense que ça fait 16. Il me semble que 16 au carré, ça fait 256, c'est ça. Donc 16 timbres étrangers. Donc voilà pour le problème d'Elena. Donc on va aller sur le numéro 4. On a un petit peu la même idée, mais avec une histoire de stylo et de cahier. Et cette fois-ci, c'est Chloé. Voilà, Chloé qui fait partie d'une mission humanitaire, qui arrive avec 34 cahiers, 53 stylos, et qui tient à donner la même chose à chaque enfant. Donc elle veut constituer des lots avec le même nombre de cahiers de stylos dans chaque lot. Donc là, c'est exactement la même chose. Bon, évidemment, hein, là aussi, le but, ils ne le disent pas, mais enfin bon, là, ça paraît quand même logique. Le but étant de servir un maximum d'enfants. Donc là aussi, il nous faut un commun diviseur et pas n'importe lequel, il nous faut le plus grand. Et ça nous dira combien d'enfants on va pouvoir satisfaire, et donc ça nous dira combien l'école compte d'enfants. Parce qu'on suppose que Chloé a déjà fait son compte, en fait, hein, et qu'elle l'a bien fait, voilà. Donc, cela revient à calculer PGCD de 153 et 34. Et du coup, on y va. Toujours pareil, hein. Donc 153 et 34. Alors, ça doit rentrer, j'imagine, 4 fois. Donc oui, c'est ça, il reste 17. Du coup, PGCD de 34 et 17. Bon, ben ça va être vite vu, ça. Donc, car 153, c'est 4 fois 34 plus 17. Et comme 17 divise 34, c'est 17. Voilà. Donc là, je peux l'écrire là. Pourquoi? Parce que 17 divise 34, puisque 34, c'est 17 fois 2. Voilà. Donc, l'école... Enfin, je ne sais pas si une école, c'est une classe peut-être, je ne sais plus. L'école, non, l'école. Donc, l'école comporte 17 enfants. Ou compte peut-être, ce sera plus joli. 17 enfants. Et donc, que va recevoir chaque enfant? Je crois que c'était la question d'après. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans chaque lot? Chaque lot sera constitué, enfin, est constitué de... Donc là, pareil, je prends le nombre total de stylos que je divise par 17. Donc 153 divisé par 17. Ça fait 9. Donc 9 stylos. Et 34 divisé par 17, c'est-à-dire 2 cahiers. Chaque enfant n'ira pas très loin avec ça, mais j'imagine que pour eux, c'est déjà une richesse. Donc voilà la réponse. 9 stylos et 2 cahiers pour chaque enfant. Donc voilà, là on a passé les exercices, je dirais vraiment d'application directe et numérique. Mais il fallait les faire parce que vraiment, il faut comprendre hein, ce qu'il y a derrière. C'est important pour après réussir des exercices justement un petit peu plus subtils, puisqu'il ne faut plus avoir aucun doute sur ce qu'est le PGCD et comment il se calcule à la base. Parce qu'après, bon, on verra qu'on a encore d'autres astuces dans certains cas pour aller un peu plus vite. On le verra dans un deuxième temps. Ok, surtout qu'il y a des cas où ça ne marchera pas, hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler le cas général au départ et puis avoir de doute là-dessus. Donc le numéro 5, alors vous voyez, d'entrée, on voit qu'il est différent puisqu'on ne nous donne pas deux nombres figés, on nous donne deux nombres qui vont varier en fonction d'un paramètre n. Donc on vous dit, A, il s'écrit n-1, n, il peut valoir n'importe quoi, bon, ok. Et B, avec le même n, il s'écrit 3n plus 2.
Donc tous les deux, en fonction de ce que va valoir n, ils auront chacun une valeur attribuée, le a et le b. Sauf que nous, on ne va pas donner de valeur à n. On va rester, disons, assez générique. On va garder des n. Donc, c'est plus compliqué. Mais ça se fait. Vous allez voir comment, justement, on gère ce genre de questions. Et en fait, après, les exercices 6, 7, 8 aussi, d'ailleurs. Enfin, oui, c'est à peu près pareil, 8. 6, 7, 8, 9, 10 de mémoire. 11 même. Enfin, surtout 10. Sont basés sur ce principe-là. Alors, donc le 5. D'abord, on vous demande de démontrer que le PGCD de A et B, c'est le même que le PGCD de A et 5. Finalement, si on procède comme d'habitude, il ne faut pas avoir peur non plus des n, le principe reste quand même le même. Finalement, qu'est-ce que je fais? J'essaie à chaque fois d'écrire l'un en fonction de l'autre, voir combien il en rentre en fait dans l'autre, et comme ça me permet de faire baisser les nombres qui sont dans le PGCD. Donc là, justement, alors A, il a un nombre de n qui est plus petit que celui de B, donc c'est peut-être plus logique de partir de B. Alors déjà, je vais réécrire à la place de A et B. Voilà. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de 3n plus 2 et je vais essayer de voir combien il rentre de n-1. En regardant les n, bien sûr, c'est assez facile à voir. De l'autre côté, j'ai un n et là, j'en ai 3. Donc il rentre a priori 3 fois n-1. Donc ça fait 3n moins 3, sauf que nous, on veut plus 2, donc on va devoir mettre un plus 5 pour compenser. Donc 5, c'est certainement le reste de la division, mais rappelez-vous, on en a fait de ça dans la partie 1. En théorie, il faudrait le démontrer ça. Ce n'est pas non plus une évidence que 5 sera le reste, puisque bon, il fallait quand même que notre reste il soit compris entre 0 et, entre 0 et le diviseur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le diviseur moins 1 même. Donc on avait fait des exercices comme ça, où il y avait une petite discussion autour de ça. Mais je vous ai bien précisé dans le cours que l'écriture, là, A égale BQ plus R, même si R n'est pas le reste de la division telle qu'on l'entend dans la division euclidienne, c'est-à-dire avec les conditions qu'on avait posées, ça fonctionne quand même. C'est-à-dire que du moment où j'ai un certain nombre de fois n-1 et à côté plus ou moins quelque chose d'autre, je vais pouvoir dire, très bien, mon PGCD, du coup, c'est le même qu'entre n-1 et 5. Voilà. Et justement, n-1, c'est A. Donc, on a bien le PGCD entre A et 5. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Et là, on s'arrête, parce qu'on va réussir avec ça à répondre à la question B. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu d'avoir les deux nombres avec finalement un paramètre dont la valeur est variable et inconnue, on a essayé d'extraire de tout ça un nombre fixe, constant, sans n. Donc là, vous voyez, le A, lui, contient toujours du n, mais j'ai 5 qui, lui, est très fiable, puisque je sais combien il vaut, je sais quels sont ses diviseurs, etc. Donc avec ça, je vais pouvoir raisonner et donner la valeur du PGCD en fonction de la valeur de n. Et justement, ce qu'on vous demande dans le B. Alors, maintenant, si je m'intéresse justement au PGCD entre A et 5, c'est-à-dire entre n-1 et 5, on va avoir deux cas. Un qui est plus simple, enfin plus rapide à expliquer que l'autre, puisque, alors déjà, je vais écrire ça, le PGCD de n-1 et de 5, ça sera forcément 1 ou 5, car les diviseurs positifs de 5 sont 1 et 5. Et ce sont les seuls. Donc justement, comme 5 est un nombre premier et qu'il n'a que ça comme diviseur, en fait, ça simplifie pas mal le problème. Alors pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je dis que le PGCD c'est 1 ou 5? Parce que le PGCD, au départ, c'est déjà un diviseur commun à vos deux nombres. Donc en particulier, ça doit être un diviseur de 5. Et c'est là où ça devient intéressant d'avoir un nombre sans n. Parce que du coup, je sais que ce sera forcément 1 ou 5. Et après, on verra s'il est commun à n-1 ou pas. Voilà. Donc, bon, justement, alors le cas le plus facile à expliciter à chaque fois, c'est le plus spécial, c'est-à-dire ici c'est 5. Puisque, quand est-ce que ça vaut 5? Eh bien, si ça vaut 5, c'est que, bon, 5 divise 5 évidemment, mais c'est surtout que 5 divise n-1. C'est-à-dire que si 5 divise n-1, dans ce cas-là, il est commun aux deux, et il ne peut pas y avoir plus grand, donc c'est le PGCD. Du coup, on peut dire directement 5 si
5 divise n-1. Autrement dit, on peut le dire autrement, n-1 congrue, et oui, c'est le grand retour des congruences, à 0 modulo 5. Sauf que nous, on aimerait bien savoir ce que ça donne sur n. Donc, je vais réécrire une fois. Ça fera 5, du coup, si n est congru à 1 modulo 5. C'est-à-dire qu'ici, là, j'ai fait plus 1, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça fonctionne avec les congruences, à gauche et à droite. Et donc, je récupère n congru à 1 modulo 5. Donc, du moment où je prends un n qui est congru à 1 modulo 5, c'est-à-dire 1 plus un multiple de 5, je sais que le PGCD vaut 5. Et en fait, après, c'est pas bien compliqué. Quand il y a 2 cas, c'est pas compliqué. On verra quand il y en a 3, on verra un exemple où il y en a 3 où c'est un petit peu plus délicat à expliquer. Mais quand il n'y en a que 2, c'est assez simple. Après, vous mettez l'autre cas et vous mettez sinon. Voilà. C'est assez simple. En gros, dans tous les autres cas, le PGCD vaut 1. Donc voilà une réponse bien construite donc, à ce genre de questions. Donc j'espère que ça vous aide, parce que bon, après vous allez avoir les autres là à préparer, le 6, je ne sais plus ce que j'avais mis exactement, mais la suite, quoi. Je ne les ai pas écrits sous les yeux, c'est pas grave. Le 6, etc., c'est la même chose. C'est-à-dire du moment où vous avez le PGCD à trouver, enfin à déterminer entre deux nombres qui dépendent de n, ben vous essayez d'écrire l'un en fonction de l'autre avec un reste, enfin disons un complément, parce que le reste, ça fait penser à la division euclidienne. J'ai déjà expliqué, ce n'est pas forcément le cas. Mais avec un complément qui ne dépend pas de n. Que dès que vous arrivez à un complément qui ne dépend pas de n, c'est-à-dire que vous avez un PGCD avec un des deux nombres qui ne dépend pas de n, ben après, à partir de là, vous êtes capable de raisonner et de donner des cas, d'énoncer des cas où voilà, vous allez avoir la valeur du PGCD à chaque fois. Donc j'espère que, bon, voilà, on est à peu près au clair là-dessus. Mais voilà, en fait, je vais vous laisser là-dessus, puisqu'on a répondu, enfin, on a fait ce qui était prévu là-dessus. Et donc, de toute façon, on va rediscuter, notamment en présentiel, de ces questions-là pour que ce soit bien clair. Voilà, bon courage en tout cas, à très bientôt.